Oh là, les Nova Guitar. Ah bah non, 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 ça marche pas non plus. Hein. Vous êtes des auditoris, pas des objets. Là, parler de guitare, ça n'a aucun rapport. Reprenons. Dernier virage pour le bonus Moodlemoot sur Mars, avec la partie 4. Julien Maurice, créateur du Pédagogcast, responsable du service d'ingénierie pédagogique à l'Institut Mines Télécom Business School, était notre invité pour parler de contenu, de podcast et d'engagement dans l'enseignement. Je suis Aristide Boucaré et vous écoutez Novagogy, le podcast des innovations pédagogiques de CY Alliance. Bonne écoute. On est sur la suite de Novagogy au Moodlemoot. Là, cette fois-ci, on a la chance d'avoir une personne qui fait à peu près la même chose que nous, même qui le fait depuis plus de temps et qui a été l'une des inspirations de Novagogy par son travail. C'est Julien Maurice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, déjà? Ouais, alors donc je suis aujourd'hui, je travaille donc à l'Institut Mines Télécom Business School. Donc c'est une école de commerce. Je m'occupe d'un service de pédagogie, un petit service de 3 personnes. Et à côté de ça, je produis un peu de contenu, notamment effectivement des podcasts, hein, comme tu en as parlé. Donc on peut écouter mes productions sur le Pédagogcast, hein, c'est le nom du podcast. J'ai également une chaîne YouTube en fait où là je vais plutôt mettre sur des tutoriels, sur des réflexions plus courtes, hein, je dirais. Là récemment j'utilise notamment un avatar aussi pour faire les vidéos. Et donc ça c'est le PédagoTube. Et puis voilà, et puis les personnes peuvent également s'inscrire. Alors j'ai pas forcément, j'en envoie pas beaucoup, mais sur une Pédago News, enfin une newsletter entre guillemets. Mais voilà, donc ça me permet à la fois d'avoir un pied, on va dire, dans le milieu, vraiment dans une école, dans une structure. Donc je suis vraiment face aux vraies problématiques liées à la pédagogie, au numérique, comment faire en sorte que les enseignants développent leur pédagogie et via notamment le numérique, mais pas seulement d'ailleurs. Hein. Et puis en même temps, ben, voilà, ce côté un peu production de contenu qui me permet voilà, de m'épanouir aussi dans ce rôle. Ben, toi, tu sais bien que c'est quelque chose d'épanouissant. C'est là qu'on apprend aussi. Pour moi, c'est un vrai acte d'apprentissage, justement, de pouvoir pour produire du contenu et ça me permet de monter aussi en compétences. Bah, c'est une des thématiques du socio-constructivisme où on peut apprendre par les relations sociales qu'on se fait au sein, bah, là, le Moodlemoot. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais au Moodlemoot? Alors, Moodlemoot, ça fait un bout de temps que j'y suis. Hein. C'est vrai que je pense que ça fait au moins 15 ans que je viens. Donc, pour te dire, c'est vraiment c'est un rendez-vous que j'essaye de ne pas manquer. Alors, parfois, je le manque, mais j'essaie de venir quand même tous les ans quand je peux. En fait, moi, c'est tout simplement parce que j'avais commencé en tant qu'ingénieur pédagogique. C'était mon métier, on va dire, de base. Là, aujourd'hui, je suis responsable du service, mais je suis quand même ingénieur pédagogique de base, de toute façon. Et finalement, donc dans mon école, on utilisait Moodle, donc voilà, c'était simplement voilà, pour me former, pour apprendre. Et c'est vrai que alors ce qui est intéressant, c'est que ça a été aussi le début Moodle de ma production de contenu sur le web, parce que j'avais créé à l'époque, hein, ça date, hein, mais une série qui s'appelait Moodle en 2 minutes. Et puis c'est quelque chose, d'ailleurs on m'en parle encore aujourd'hui, parce que bon, des gens continuent de consulter ces vidéos-là. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en fait en tutoriel. Et donc j'avais commencé à faire une chaîne à l'époque sur Dailymotion, pour dire que ça date, et que j'ai transféré après sur YouTube. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'en fait... je suis au Moodlemoot parce que voilà, j'étais vraiment dans cette communauté et j'étais très actif à un moment donné également sur les forums. Là, je le suis moins aujourd'hui, mais voilà, ça faisait vraiment partie on va dire de mon ADN d'origine entre guillemets d'ingénieur pédagogique. C'était mon outil phare entre guillemets qui me permettait de déployer aussi ma pédagogie avec les enseignants. Et là, tu viens de parler de l'une des choses qui est essentielle avec Moodle, c'est que c'est la communauté qui fournit les tutoriels, les documentations pour pouvoir utiliser les outils. Toi, comment est-ce que tu t'es lancé dans cette démarche et qu'est-ce que tu penses de cette démarche? Ouais, alors c'est intéressant. Alors c'est vrai qu'à la base, Moodle, c'est open source en fait, donc c'est un peu cette philosophie de la gratuité, entre guillemets, du partage, etc. Et au tout départ, il n'y avait justement pas ces questions de Moodle partner qu'on a aujourd'hui, qui ont maintenant des business models, etc. C'était plus vraiment quelque chose vraiment de communautaire à 100%, je dirais. Et alors, je trouvais ça intéressant. Alors, la différence par rapport à aujourd'hui, c'est que à cette époque-là, au départ, c'était plutôt, selon moi, du bricolage. Il y avait beaucoup de bricolage, mais c'était des passionnés, quoi. C'était un peu
trouver le petit hack qui va permettre, je sais pas, via le glossaire, de créer une bibliothèque de vidéos, par exemple. On allait détourner un outil pour créer, pour répondre à un besoin très précis. Alors, dans les forums, il y avait des tas de petits hacks, des lignes de code. Donc, c'était vraiment une époque assez sympa pour tous les gens justement qui adorent ce côté-là, ce côté je mets les mains dans le cambouis, je développe ma petite solution, je bricole quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'était le côté innovation qui était super intéressant. L'inconvénient par rapport à ces solutions-là, c'est que souvent c'était pas des choses pérennes en fait. C'est-à-dire il y avait des tas de plugins qui n'étaient pas mis à jour, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Du coup bon, je trouve qu'aujourd'hui le fait que ce soit structuré maintenant avec peut-être un modèle économique plus solide avec des Moodle partenaires et surtout notamment aujourd'hui avec la présence des EdTech, parce qu'avant, tu vois, là on est à côté d'ailleurs de la salle où il y a les EdTech. Avant, en fait, EdTech c'était un gros mot même. Tu vois, même par rapport à la communauté Moodle, de dire oui, je demande à une entreprise privée je la paye et puis elle me fournit un service, c'est quelque chose qu'on avait du mal à faire en fait. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je trouve que l'écosystème s'est enrichi. Donc, il y a toujours cet aspect communautaire qui est très fort dans Moodle, de partage, d'échange, hein, comme on le voit aujourd'hui. Il y a après tout le volet économique avec les Moodle partenaires, etc., qui fonctionne bien. Et tant mieux, je pense que voilà, ça permet que l'outil soit solide et pérenne, on va dire. Et puis à côté de ça, pour moi, il y a l'autre monde des EdTech aussi, qui pour moi est central aujourd'hui, qui permet d'apporter la brique à l'édifice. Je pense notamment à ChallengeMe, qui met en place une solution d'évaluation par les pairs intégrée dans Moodle, qui vraiment marche super bien. Je pense à Ubicast, par exemple, pour la vidéo. Je pense à Knowledge pour créer des modules en H5P qui vont être intégrés dans Moodle. Voilà, des tech qui vont apporter vraiment leur petit plus. Et je trouve que voilà, tout cet écosystème-là, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et du coup voilà, mais c'est parti effectivement à la base vraiment d'un aspect très communautaire. Et maintenant ça s'ouvre à d'autres modèles entre guillemets. Mais il y a toujours des aspects de personnes qui sont dans leur coin. Il y a toujours des équipes, mais qui développent des petits outils, des petits plugins qui sont des fois pour des demandes spécifiques qui sont dans un seul établissement et qui n'arrivent pas à trouver forcément des solutions. Alors, qui n'arrivent pas à trouver forcément des solutions, qui n'arrivent pas à trouver des solutions adaptées à leurs demandes précises, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des solutions sur Moodle. C'est quelque chose que je trouve assez phénoménal, c'est que quand j'ai un questionnement, il y a toujours quelqu'un qui va me trouver des solutions. Alors peut-être des fois c'est moi qui ai mal posé le problème et on m'aide à avoir une réflexion sur comment est-ce que je peux le repenser et avoir des solutions qui seront un peu plus pérennes. Mais il y a toujours cet aspect organique qui a, je ne sais pas s'il y a d'autres LMS qui permettent ça, quoi. Non, on va dire c'est une force et en même temps un inconvénient parce que du coup, c'est vrai que Moodle, du coup, c'est un peu parfois une usine à gaz aussi, parce que du coup, il y a des tas de choses qui sont développées à droite à gauche. On a peut-être tendance à vouloir après télécharger trop de plugins quand on débute. On va être un petit peu sur les effets waouh, etc. Et donc, c'est effectivement, voilà. Alors qu'il y a d'autres LMS s'orientent plus vers un produit plus fermé, mais avec un usage mieux défini. Et du coup, c'est moins aussi, c'est plus simple parfois pour les utilisateurs de s'y retrouver. Donc je pense que faut faire attention aussi avec cette tendance peut-être qui serait de développer pour chaque petit besoin son petit outil. Moi, de mon point de vue, c'est pas forcément une bonne stratégie, mais sauf si vraiment on a un besoin très précis auquel il faut répondre. Dans ce cas-là, on développe un plugin, ou on peut demander d'ailleurs à des Moodle partenaires de le faire, ou des personnes qui vont suivre après l'évolution du plugin. Et toi, du coup, tu nous as parlé au début des contenus que tu faisais beaucoup de création de contenu. Comment est-ce que tu choisis le type de médium que tu utilises et pourquoi est-ce que tu les utilises? Et est-ce que tu trouves des différences dans déjà la création de contenu et dans la réception des contenus? Ouais. En fait, après, moi, je produis du contenu, mais je dirais que c'est plutôt de manière un peu spontanée, on va dire. J'ai pas forcément T'as pas un calendrier, ligne éditoriale, j'ai un calendrier. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je devrais développer, mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, je vais faire, typiquement pour répondre à ta question, je vais faire des podcasts quand je vais rencontrer des gens. En général, je vais dire, tiens, c'est intéressant ça te dit que je t'invite à un podcast? Ah bah ouais, ok. Et souvent, ça va être dans ce cadre-là que je vais faire un podcast. Parfois, c'est des gens qui peuvent m'interpeller sur LinkedIn et qui veulent enregistrer quelque chose. Si je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas? Je dis ouais, ok, on peut se faire un podcast, etc. Je collabore également avec ChallengeMe actuellement là, pour faire des podcasts qui s'appellent Peer Power sur l'évaluation par les pairs. Donc là, c'est lui qui me trouve les intervenants et là, j'enregistre des podcasts. Donc ça, c'est intéressant.
Après, voilà, pour cet aspect podcast, je trouve que c'est vraiment le côté rencontrer des gens, discuter. C'est pas des podcasts très préparés. Je sais qu'il y a des personnes dans mon domaine qui font des podcasts beaucoup plus préparés. Moi, c'est plutôt de la discussion, on va dire. Donc, moi, ça me plaît bien comme ça pour l'instant. Et puis voilà, bon, apparemment, ça plaît aussi aux auditeurs. Donc voilà pour les podcasts. Moi, je suis très consommateur de podcasts, même des longs podcasts. Tu vois, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Enfin, je suis vraiment adepte de ce format-là, que ce soit l'audio en général me plaît beaucoup de base. Le podcast, c'est quand même un média qui ne demande pas une captation totale. Enfin, on peut faire la vaisselle, on peut conduire, on peut pas conduire en regardant une vidéo YouTube. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, moi-même, j'utilise YouTube de manière un peu détournée maintenant. Hein. Souvent, je m'écoute des vidéos YouTube comme des podcasts parce que j'ai le premium, donc je peux le mettre mon téléphone en loqué et je m'écoute de la vidéo YouTube maintenant de cette manière-là, même si j'ai pas l'image. Et souvent, on arrive à comprendre rien qu'avec le son. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça évite d'être, on va dire, que tous ces sens soient sollicités et puis qu'on doive effectivement regarder un écran, etc. Et même en marchant, c'est le top en marchant. Moi, j'aime bien faire des petites randonnées en écoutant des choses. Et même, du coup, maintenant, j'écoute aussi beaucoup de livres audio, par exemple. C'est des usages que j'ai aussi. J'en lis aussi, hein, mais voilà. Donc, par rapport à l'audio. Après, moi, j'ai une chaîne YouTube, donc le PédagoTube, où là, c'est plus des choses plus courtes. Ça peut être des vidéos sur des outils, ça peut être des réflexions. Est-ce que dans les apprentissages, toi, tu arrives à convaincre des profs d'utiliser le podcast parce que c'est quand même un média qui peut paraître pas sérieux si on s'en approche pas au début. On se dit juste, on écoute la radio. Alors, est-ce que le podcast, c'est de la radio et est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'enseignement? Ouais, c'est une bonne question. J'avais fait d'ailleurs, pour info, j'ai également une plateforme de formation. Bon, j'ai quelques formations que je vends un peu sur le catalogue qui s'appelle la Pédago School. Et dessus, j'ai justement une formation qui s'appelle Podcours Creator. Je l'appelais comme ça. Parce que justement, moi, j'imaginais justement appeler ce format-là le podcours. Bon, c'est pas forcément quelque chose on appelle ça plutôt les podcasts pédagogiques. C'est plutôt ce mot-là qui revient. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois, mais c'est assez long à se développer. Moi, je sais que j'ai une enseignante qui le fait dans mon établissement, donc qui enregistre des podcasts sur les mémoires de recherche. Elle s'appelle Aurélie du Désert, hein, pour les personnes que ça intéresse. Et elle fait écouter ça à ses étudiants, donc elle s'en sert de cette manière-là. Par contre, un usage donc s'en sort de manière un petit peu descendante. Par contre, un usage que moi j'ai déjà expérimenté, c'est d'enregistrer des podcasts avec des étudiants en cours, avec un Rodecaster Pro notamment, donc une table de mixage, une table vraiment de podcast. Ils avaient des micros, des casques, etc. Et l'ensemble des étudiants donc est autour des personnes qui sont en train d'enregistrer le podcast et après peuvent poser des questions. Donc ça fait d'une pierre deux coups. À la fois, il y a ceux qui créent le podcast, ceux qui l'écoutent. Après, on les met en ligne. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais commencé le PédagoCast à la base, notamment. Et donc ça, c'est un usage pédagogique qui est intéressant. Mais effectivement, moi, j'y crois, mais je remarque que la vidéo reste quand même le média, on va dire, le plus utilisé pour la pédagogie. Sans doute pour une question de valeur perçue aussi, parce que le fait d'avoir un audio, peut-être qu'on se dit, il y a juste un audio. Je vais pas m'inscrire à ce MOOC, c'est que de l'audio, par exemple. Alors, c'est de la vidéo, on a une valeur perçue qui est supérieure quand il y a de la vidéo, ce qui est peut-être d'ailleurs pas justifié en termes de pédagogie, hein, du tout. Mais voilà, faut forcer de constater que même s'il y a des initiatives et que ça se développe, hein, l'écoute du podcast se développe de plus en plus, mais pour les cours, ça se développe aussi, mais la vidéo reste quand même majoritaire. C'est vraiment que en fait, la vidéo, c'est un podcast amélioré. Il y a un truc en plus, c'est perçu de cette manière, en gros. Ouais, c'est ça. Là, c'est la notion de valeur perçue, qui est à mon avis supérieure dans la vidéo. Et du coup, quand on monte un projet de MOOC ou autre, il y aura toujours cet aspect. Bon, ok, on va faire de la vidéo, on va monter sur un fond vert, on va faire des choses. Peut-être que ce serait aussi simple d'avoir un podcast. D'ailleurs, nous, on a des MOOC où il y a des podcasts. On varie un peu les choses. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être à mon avis, c'est quelque chose qui va évoluer. Et puis même, ce qui est chouette avec le podcast, c'est que du coup, c'est beaucoup plus simple à réaliser. En gros, c'est un facteur 10, je pense, en termes de temps.
Il y a à se recoiffer entre guillemets, il y a pas à se dire tiens je suis filmé. Et même pour les enseignants, c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus libres. C'est la voix uniquement. Et puis en termes aussi de même d'écologie, en quelque sorte, la bande passante que ça prend, elle est beaucoup plus restreinte aussi. Donc sur un aspect aussi entre guillemets développement durable, c'est intéressant. Donc il y a plein d'aspects qui sont intéressants sur le podcast. Et moi, ce que je conseille, par rapport au pod court, la méthode entre guillemets que moi je conseille, c'est simplement on a un podcast et un support, et on dit aux personnes, ok, ouvrez le support et suivez au fur et à mesure. Et puis dans le podcast, on dit bon là je passe à la page suivante, ou voilà, comme vous pouvez le voir, etc. On peut très bien imaginer 2 supports dissociés, donc c'est plus léger, ou je sais pas, si les gens ont une mauvaise connexion, ça leur permet de consulter aussi rapidement la chose. Donc il y a des tas d'avantages, mais je trouve qu'aujourd'hui quand même ça prend, mais c'est pas non plus une explosion, on va dire, du podcast pédagogique. Ok. C'est tout pour moi en termes de questions. S'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, dont tu voulais parler. Non, écoute, merci en tout cas. C'est vrai qu'on a fait le tour de pas mal de sujets au final. Je pense qu'on a fait plus longtemps qu'un quart d'heure. 17 minutes et demie. Comme tu me disais, ça va, on est resté à peu près ce que tu voulais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était intéressant de pouvoir donner mon point de vue sur le Moodle Moot et puis tous les sujets annexes. Ce podcast est fait pour vous. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, nous avons laissé en description un lien vers un article Medium réunissant toutes les réflexions et références abordées. En outre, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts ou tout autre agrégateur de podcasts. C'est très précieux pour le référencement. Allez, ciao les pédagogues!